Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose de démarrer cette table ronde sur nouveaux risques, nouveaux services avec un focus sur l'environnement et le climat. Et Guillaume, je te propose de commencer les présentations. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, donc Guillaume Rosolec. Moi, je suis associé au sein du cabinet Adactis. Alors, Adactis, c'est pas une nouvelle boîte, hein, c'est une boîte un peu historique. Ça fait près de 35 ans aujourd'hui qu'on existe. On est initialement créé sur le marché français et présent aujourd'hui à l'international avec 250 collaborateurs. Une spécialité sur la modélisation du risque au sens large, qui aujourd'hui se traduit beaucoup par la connaissance du climatique. Et on propose à la fois des expertises humaines, climatologues, actuaires, mais aussi des solutions techno. Et donc on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Merci beaucoup. Romain, est-ce que tu veux poursuivre ? Bonjour, Romain Liberge. Je travaille à la Maïf, donc c'est une mutuelle d'assurance, dommages et vie. Voilà, et donc j'ai en charge effectivement les offres, le marketing et l'innovation. Merci beaucoup. Et on termine par toi, François ? Bonjour à tous. Donc moi, c'est François Lanavert. Je travaille chez AXA Climate. AXA Climate, c'est une filiale à 100% du groupe AXA. Filiale à 100% et 100% indépendante du groupe AXA qui offre des contrats d'assurance, des prestations de services et beaucoup de formations, si vous avez entendu parler de Climate School. Et donc, moi, je viens historiquement des métiers du risque, puisque j'ai travaillé 17 ans dans un cabinet de courtage qu'on appelait auparavant Grâce à Voix, dans les temps anciens, avant qu'il devienne WTW. Et je me suis progressivement spécialisé sur le risque climatique. Merci beaucoup. Et donc, pour ma part, Yvon Moison, donc, je suis le président fondateur de Hussard Academy. Nous faisons des parcours de formation qui allient la théorie et la pratique, de l'acculturation jusqu'au go-to-market, avec des hackathons. Et justement, nous avons fait un hackathon il y a une semaine avec le groupe AXA, AXA Climate et AXA France, mais également Nexity, le CEREMA et le Crédit Mutuel Arkea sur tous ces sujets. Et je suis également directeur académique du MBA de l'IPSA, donc qui est une école d'ingénieurs du secteur spatial dont on va également parler. Alors justement, en termes de transition, on va démarrer par cette première question. Comment justement on tire profit des avancées technologiques dans l'exploitation et la modélisation des données pour mieux prévenir, mieux mesurer et mieux tarifer les risques ? On va démarrer par toi, François. Vous avez chez AXA Climate un angle très orienté sur les données satellitaires, l'utilisation de capteurs. Est-ce que tu peux nous décrire plus précisément ce que vous faites ? Oui, bien sûr, Yvon. Donc, par définition, nous, on a commencé avec que de la donnée, puisque l'histoire d'AXA Climate, c'est l'assurance paramétrique. Donc, il n'y a pas d'humain dans le paramétrique quelque part. Vous savez, c'est un déclenchement par des datas. Sauf que, en fait, la data, elle n'est pas toujours disponible. Et quand vous avez besoin de couvrir, si on voit sur... j'ai prévu une slide. Voilà, par exemple, là, on est au Brésil. Et quand on a besoin de couvrir, en fait, de l'assurance sécheresse au Brésil, on n'avait pas de données sur place. Donc là, on utilise très vite de l'imagerie satellitaire. Et là, on a une imagerie satellitaire qui nous donne des températures à la surface du sol qui nous permettent donc de déclencher un contrat d'assurance paramétrique. Et l'avantage du satellite, c'est que ça couvre le monde entier. Donc on travaille avec une boîte au départ néerlandaise et maintenant américaine qui s'appelle Planet Lab, avec qui on a fait un partenariat. Et il y a 200 satellites dans le monde qui nous fournissent des datas de ce type de cartes. Les capteurs, je crois qu'on va en reparler pendant la conférence, mais les capteurs, c'est vraiment quelque chose de génial parce que c'est ultra précis. Nous, on utilise les capteurs qu'on place sous des ponts, de manière à pouvoir détecter la hauteur de l'eau et pouvoir déclencher des paiements d'assurance inondation. On assure comme ça un certain nombre de campings. Vous savez que le camping, c'est un peu le parent pauvre de l'assurance inondation en France. Il y a aussi un autre exemple que je voulais vous montrer sur la slide suivante. Voilà, on utilise là des jumeaux numériques. Donc là, vous avez un jumeau numérique de la ville de Nîmes. Là, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? En fait, on cherche à modéliser des îlots de chaleur urbains. Ça, c'est vraiment sur le volet prévention que nous, on va tirer profit des nouvelles technologies, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, avec AXA Climate, on offre beaucoup de prestations de services. Donc là, moi, ça ne m'intéresse pas d'assurer des maisons à Nîmes. Ce n'est pas mon boulot, ça c'est le boulot d'AXA France. Mais c'est plutôt de travailler avec la ville de Nîmes pour l'aider à modéliser les impacts du réchauffement climatique et aller sur la détection de ce qui va se passer.
Parce que pour reboucler sur la question des avancées technologiques, moi je crois qu'il y a plus une avancée technologique qui est nécessaire, c'est une avancée intellectuelle qui est absolument vitale, c'est d'arrêter de réfléchir avec le passé. Et cette avancée intellectuelle, elle consiste à dire j'arrête d'aménager la ville de Nîmes en regardant ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. J'aménage la ville de Nîmes en pensant à ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Et ça, en fait, c'est un paradigme qui n'était pas évident dans le monde de l'assurance, parce que dans le monde de l'assurance, on regarde année après année ce qui se passe et puis on tarifie en conséquence, quoi. Merci beaucoup. Donc un changement total de vision des choses. De ton côté, Romain, toi, tu as évoqué le fait que vous collaboriez avec des startups dans cette nouvelle approche. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que vous faites à la Maïf ? Oui, on est effectivement, comme AXA, exposé à ces nouveaux risques et on a démarré plus récemment des travaux pour améliorer nos modèles et notamment à la fois avec la casquette d'investisseur et la casquette d'assureur, et essayer de développer ce métier de la prévention. Je pense qu'on va revenir dessus parce qu'il faut qu'on arrête de penser dans le passé, il faut se projeter dans le présent, et puis il faut qu'on essaie de faire un truc que les acteurs de la santé n'ont pas su faire en 40 ans, c'est prendre le virage de la prévention si on veut avoir demain une assurance dommage qui soit encore accessible. Donc concrètement, on a récemment investi dans Vortex, qui est une boîte toulousaine. Donc là, on est aussi dans le monde des fleuves et des rivières. C'est des micro-stations hydrologiques qui sont déployées sur l'ensemble de l'Hexagone et qui vont nous permettre demain de construire des systèmes d'alerting. C'est un sujet sur lequel on reviendra cet après-midi. Comment on peut finalement anticiper / atténuer un péril climatique en captant ces données terrain, qu'on vient combiner aussi, comme AXA, et je pense maintenant tous les assureurs, avec de la donnée satellitaire. En ce moment même, il y a des inondations en Ille-et-Vilaine. On travaille avec ICI, qui est une boîte finlandaise, qui nous permet aussi, en temps réel, enfin toutes les 6 heures, de mettre à jour nos modèles et de voir finalement quels sont les sociétaires impactés par l'inondation. On croise avec la donnée portefeuille. Ça nous permet opérationnellement de dimensionner la réponse en gestion et de voir comment on va devoir construire finalement des équipes, des dispositifs et des actions d'intervention adaptées je dirais, à l'empreinte de ce péril sur le sociétariat à Rennes et aux alentours. Donc voilà, il y a une double dimension et dans les deux cas, là, on a quand même pas mal de technologies. On parle de satellites, on parle de microstations. Mais ce qu'on essaie aussi de faire et de surtout pas oublier, c'est la donnée humaine, la donnée terrain. Ça, c'est un gros sujet pour nous, notamment à travers la capacité qu'on a tous avec nos portefeuilles à mobiliser nos clientèles ou nos sociétariats pour venir valider ou pas le modèle scientifique ou technique. Ça peut arriver parfois que l'image envoie un risque très localisé. Finalement, c'est planté de 100 ou 200 mètres et le sociétaire va nous dire c'est embêtant, mais en fait, là, le cours d'eau, il est vraiment sorti, alors qu'à tel endroit, il n'y a pas de sujet. Donc, il y a cette combinaison assez, je dirais, hard tech. Puis, il y a des sujets très basiques qu'on essaie de craquer en ce moment. C'est de valider ça avec une observation humaine sur le terrain. Et on aimerait bosser sur ce terrain-là avec nos fameux militants. C'est nos sociétaires élus qui interviennent en fait dans la vie de la mutuelle. Donc ça, c'est un petit peu le panorama avec des tests pour l'instant, et on est vraiment là dans une logique d'apprentissage en mettant évidemment à jour derrière les modèles actuariels, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point. Avec grand plaisir. Et Guillaume, de ton côté, vous développez une approche qui est mutualisée autour de toutes ces données accessibles. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai été avant, par le passé, plutôt de l'autre côté, côté assureur, et avec toujours ce souhait et cette envie de connaître davantage mon risque, mon produit, mon sous-jacent. Et on le voit, depuis un moment, on a quand même une explosion du nombre de données à disposition. Je pense qu'il faut se poser la question déjà de la qualité intrinsèque de la donnée, de ce qu'on veut en faire, comment on l'exploite, pour quelle finalité. Donc on s'est interrogé sérieusement sur la fabrication de données éthiques et puis de données complètes, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez récupérer des périodes de construction de n'importe quel bâti sur le territoire français. Vous allez avoir 15-20% d'informations
plus ou moins juste, et puis vous avez avoir 80% d'informations manquantes. Qu'est-ce que je fais le jour où je me présente face à un sociétaire, face à un assuré, pour répondre à une problématique très précise de conseil ou de tarification, suivant où on est, quoi. Et puis, nous aussi, on travaille pas mal avec je veux dire, la partie satellite, hein, et les photos obtenues aussi par avion, parce que ça nous permet de couvrir un territoire complet et d'avoir des informations quand même relativement fiables, juste au bémol près évidemment de la mise à niveau et de la fréquence de passage de ces satellites, mais qui reste quand même largement acceptable. Donc, on se pose des questions sur ces créations de données, sur la fiabilité, l'exhaustivité de ces données, et on parle de mutualisation parce que c'est des choses qui coûtent très cher à mettre en place. Il ne faut pas se leurrer. Enfin, si on veut une base utile et exploitable, il faut aussi pouvoir investir massivement dedans. Et donc, notre rôle, c'est de la mettre à disposition des assureurs qui sont en front par rapport aux clients et de finalement mutualiser les coûts entre tous, quoi. Merci beaucoup, Guillaume. François, tu as évoqué effectivement plusieurs données désormais disponibles, notamment les données spatiales. On a également abordé l'IA. Est-ce que justement toutes ces données permettent de couvrir de nouveaux risques, de nouveaux usages? Est-ce que ça fait émerger de nouvelles garanties? Qu'est-ce qui se passe concrètement chez vous Alors, mon premier élément de réponse, c'est que moi, je ne suis pas un adepte des nouveaux risques et des nouvelles garanties. Je pense qu'on a un vrai enjeu en France et dans le monde, c'est d'arriver à sécuriser les garanties existantes. Puisque là, on est sur une table ronde environnement-climat. En fait, la trajectoire en France, c'est 2 fois plus de sinistralité que les 30 dernières années. Rapport de France Assure de l'année dernière. Donc si on doit se concentrer sur un truc, c'est bien d'arriver à maîtriser. On ne va pas pouvoir faire passer des surprimes CatNat comme ça chaque année, quoi. Là, cette année, elle est passée de 12% à 20%, vous le savez sans doute. On ne va pas pouvoir y arriver tout le temps. Donc il faut qu'on apprenne vraiment à bosser et à sécuriser les garanties existantes. Pour ça, il faut vraiment aller chercher les éléments de vulnérabilité. Nous, on utilise l'IA pour aller explorer dans des centaines et des centaines de rapports de visite les éléments qui concernent le risque climatique. Ce n'est pas toujours parfait. Des décisions aussi, des décrets de préfet, par exemple, on va passer en revue tous les décrets de restriction d'eau pour aller dire à des clients qui sont des industriels et qui disent « moi c'est cool, je suis dans une zone où il n'y a aucun problème de stress hydrique ». On leur dit « alors primo, en fait, à Dunkerque, oui, il y aura des vrais problèmes de stress hydrique. Deuxio, les restrictions d'eau qui s'appliquent quand il y a ces problèmes de stress hydrique, voilà ce que ça veut dire ». Donc pour ça, en fait, on va aller chercher de la donnée un petit peu partout en allant chercher dans les éléments passés de manière à éclairer les éléments futurs. Parce que, enfin, on a affaire à on a la petite maison à la prairie, quoi. Enfin, il y a plein de bisounours autour de nous. C'est un peu magique. Les gens pensent qu'on sera toujours assuré. On sera assuré si on arrive à gérer la croissance de nos moyens de prévention, quoi. Enfin, de l'amélioration de ça. Donc moi, je suis pas vraiment je suis plutôt sur l'éclairage de la manière dont le risque va se dégrader. Ça va pas offrir de nouvelles garanties, non. En fait, là, on entend plutôt que les garanties crac, quoi. Il y en a de moins en moins, quoi. Merci beaucoup. Je plombe un peu l'ambiance, quoi, mais. Oui, mais c'est la thématique de la table ronde. De ton côté, Guillaume, alors toi, tu m'as plutôt parlé de cas d'usage. Donc effectivement, vous aviez une approche qui n'était pas forcément liée à la donnée ou à l'IA, mais vraiment, tu te focalisais sur ces cas d'usage. Là aussi, est-ce que tu peux l'illustrer ? Oui, parce que moi je rejoins totalement François. Enfin, je pense pas. On travaille principalement sur du risque habitation, sur du risque autour des bâtiments, et je crois pas qu'on va avoir le produit à la mode qui révolutionne l'assurance MRH. Si déjà il fait ce qu'il doit faire, ça sera très bien. Par contre, là où je crois beaucoup au rôle de l'assureur aussi demain, c'est au rôle de conseil qu'il doit aussi porter, quoi. Le conseil, ça peut commencer par la bonne couverture pour le bon risque. Aujourd'hui, combien de vos assurés sociétaires se sont retrouvés finalement avec une petite irritation parce qu'ils n'avaient pas la garantie qui pour autant correspondait à leur profil de risque, que ce soit sur des équipements photovoltaïques, sur une présence de piscine, sur une véranda qu'ils ont construit dans le futur, et ils n'ont pas mis à jour leur contrat parce que ça leur paraissait finalement assez logique. Donc
ce qu'on propose, nous, c'est d'être capable déjà de scanner et de lire un portefeuille complet d'assurés MRH, et puis de leur dire, tiens, est-ce que vous avez bien la bonne couverture, la bonne garantie, le bon produit par rapport au sous-jacent et au risque du bâtiment en tant que tel, quoi. Ah tiens, il a une piscine, il ne l'avait peut-être pas à l'époque, mais ça peut l'intéresser d'être couvert aussi sur sa piscine. Ah tiens, celui-ci a des panneaux photovoltaïques, est-ce qu'on est sûr qu'il en a conscience? Donc nous, notre solution, c'est déjà d'être en capacité d'avoir une lecture la plus juste, la plus récente possible sur le bien en lui-même. Et puis, on en reparlera à différentes reprises parce que je suis aussi persuadé que c'est clé. La prévention n'a de sens que quand elle est personnalisée et adaptée, quoi. On ne va pas proposer la même chose à 2 maisons voisines et adjacentes qui auront des caractéristiques propres sur un risque RGA ou sur un risque inondation, quoi. Donc, ça, c'est pour l'importance, d'après nous, de bien connaître via la donnée, via la data, les contrats en portefeuille. Et puis, on parle de cas d'usage et d'hétérogénéité parce que faut pas se leurrer, vous avez des acteurs, des assureurs qui sont dans une logique de rentabilité et donc qui vont vouloir agir sur 80% de leur volume, à savoir le stock, et donc être capable de le piloter au mieux par de la tarification ou par de la prévention. Et puis, vous avez des acteurs qui sont dans une logique de déploiement commercial et qui vont être en mesure d'interroger in situ, en live, n'importe quel bâtiment pour avoir la meilleure proposition, quoi. Donc, chacun doit s'y retrouver et là, la donnée peut se rendre multimodèle sans problème. Merci beaucoup. Alors Romain, ma question portait sur les nouvelles opportunités liées à l'IA, à la data. Et puis tu m'as tout de suite arrêté en me disant mais non, tu sais, on n'est pas obligé d'être dans la hard tech pour faire évoluer nos modèles. Alors est-ce que tu peux illustrer ce que tu voulais dire par là? Il y a plein de données en fait déjà. Les assureurs en stockent un paquet et aujourd'hui la question c'est comment déjà j'arrive à la faire vivre dans mon propre système. Donc ce chantier pour moi de construction d'une base de données riche, activable, en prenant appui sur d'autres sources externes, notamment en travaillant avec des acteurs publics, avec d'autres assureurs ou avec les universitaires, c'est un chantier en soi. Et c'est quelque chose qui me rappelle les premières années de la transfo digitale. On voulait faire des choses incroyables, mais déjà, stabilisons les fondamentaux et mettons et rangeons bien la maison en interne parce qu'il y a déjà des choses à exploiter dans nos propres data lakes, dans nos propres bases. Donc nous, déjà, on essaie je dirais, bien mettre à jour notre zone climatique, comprendre comment notre portefeuille il est exposé à ce nouveau risque et comment effectivement on essaie de sauver la MRH, parce que c'est dont on parle. C'est pas tellement un sujet d'innovation produit. Le sujet du climat, c'est l'assurabilité et c'est l'accessibilité à l'assurance. Demain, se dire qu'on va faire x2, x3, x4 sur le prix, l'intendance suivra. Non, ça commence à grincer dans les portefeuilles. Je pense qu'on est tous en ce moment en train d'ajuster nos tarifs. On est parti en premier il y a quelques mois parce qu'on on a commencé à amener des hausses. Nous, on a une corde de rappel. C'est le persona un peu central du portefeuille Maïf, c'est l'enseignant. C'est positionnement 2 000 € par mois quand je travaille. Au début de ma carrière, une police d'assurance MRH qui fait x2, x3. Je commence à approcher une prime qui avoisine peut-être sur certains risques 900 000 € par an. Enfin, vous voyez, il y a un sujet d'arbitrage budgétaire qui commence à arriver et il y a un risque vraiment de voir le marché partir ailleurs ou tout simplement pas se couvrir. Donc notre sujet, nous, c'est pas tellement l'innovation produit garantie, c'est qu'est-ce qu'on construit autour. Est-ce qu'on n'essaie pas de relancer une vieille chimère des assureurs avec les plateformes de services qu'on a essayé de déployer ces dernières années, mais sur des cas d'usage qui n'étaient peut-être pas les bons, versus effectivement la prévention sur laquelle on va revenir, pour conseiller, accompagner, anticiper et je dirais atténuer les faits pour in fine, et là ça sera le sujet de réconciliation entre l'action de prévention individuelle et le produit d'assurance, mettre en face un tarif qui correspond finalement à ce que le sociétaire va pouvoir faire. Et ça, c'est pas de l'IAGEN pour l'instant, ça peut servir, et c'est vrai qu'en ce moment on en parle beaucoup. C'est plus déjà de la bonne mécanique sur capter la bonne donnée, capter la donnée de prévention. Nous, on a un sujet très basique en ce moment. Comment dans les parcours, on arrive à aller chercher une action de prévention individuelle qui a été mise en place par le sociétaire. Et après, une fois qu'on a cette connaissance-là, comment ça s'articule et ça vient se coupler ou pas avec une logique de pricing. C'est devant nous, on n'y est pas encore, mais ça ne nécessite pas derrière des gros LLM et des investissements important dans la hype du moment. Ça va sûrement changer notre industrie, mais on est plutôt, nous, dans un temps 1, à mettre d'équerre cette base pour ensuite proposer des services utiles. Et
avoir des ratios qui redeviennent verts, parce que je pense qu'aujourd'hui, les ratios combinés de MRH, plus beaucoup d'actes. Enfin, c'est compliqué, je pense, dans le marché. Merci beaucoup Romain pour cette transition. Alors justement, si on se focalise sur le parc immobilier actuel et si on veut justement maintenir l'assurabilité de ce parc immobilier, quels sont les nouveaux moyens qu'on peut mettre en place, François, de ton point de vue, sous quels angles on peut aborder cette problématique? Bah, pour moi, c'est pas l'IA ou les satellites, hein. C'est d'abord la réglementation. Alors, je fais une caricature parce que là, j'ai encore une réponse de français. Le mal français, allez, bam, on réglemente et tout. En fait, si on se transpose outre-Atlantique et qu'on va chez les Américains, qu'on ne peut pas vraiment taxer pour être hyper fan de régulation, on arrive à New York. À New York, après Sandy, vous vous souvenez cet ouragan ce cyclone qui avait donc inondé la ville de New York par submersion marine. Après Sandy, ils ont fait passer une loi, les Américains. Ils ont dit désormais, tout bien immobilier, tout nouveau projet à New York doit intégrer des trajectoires de sea level rise, de hausse du niveau de la mer, à horizon 2050. Ils ont dit ça en 2014. Ils ont fait ça en 2014. Nous, en France, on est en 2025. On a sorti une trajectoire de réchauffement à l'adaptation au changement climatique, la fameuse TRAC, et elle n'est même pas contraignante. C'est-à-dire que nous, en 2025, vous pouvez encore construire une maison où vous voulez. Vous allez regarder le PLU et roule ma poule. Le PLU il va vous dire c'est pas inondable. Allez, on y va. Et en fait, on y va. On y est allé dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, on a construit des baraques dans des zones qui sont inondables maintenant. Et maintenant, on se dit ah. Donc la réglementation, oui, la réglementation, c'est un outil absolument indispensable. Deuxième outil auquel je pense aussi, c'est la formation. La formation. Il faut que tout le monde bouffe de la formation. Et donc nous, on a fait Climate School. C'est gratos pour les étudiants, c'est gratos pour les particuliers. Ça embarque 6 millions de collaborateurs dans les grosses boîtes. On a fait Climate School gratos pour les mairies de moins de 10 000 habitants. Et donc tous les agents municipaux, ils ont ça gratos. Et parce que dans les mairies, on trouve encore des gens qui raisonnent normalement, quoi, avec la réglementation. Et la réglementation, elle a pas évolué. Donc voilà. Et puis le dernier truc que je voulais mentionner aussi, c'est les systèmes d'alerte. Les systèmes d'alerte qui fonctionnent au niveau mondial. Il n'y a que 2 humains sur 3 ne bénéficient pas de système d'alerte. Il n'y a qu'un humain sur 3 qui bénéficie d'un système d'alerte en cas d'inondation. Voilà. Donc là, il y a un enjeu mondial. Et rappelons-nous quand même que nos systèmes d'assurance, ils sont réassurés par des grands réassureurs. Donc en fait, il y a une sorte aussi de mutualisation mondiale. Si davantage d'humains étaient équipés, on pourrait économiser entre 3 et 16 milliards de dollars d'après l'Organisation météorologique mondiale. Bon, c'est au regard de 320 milliards de dollars de dommages générés par des catastrophes naturelles l'année dernière. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Voilà. 16 milliards, si on peut économiser 16 milliards sur 320, ce serait cool. Merci beaucoup. De ton côté également, Guillaume, prévention, éducation, des sujets sur lesquels vous vous positionnez. Oui, forcément, parce que on l'a dit là à plusieurs reprises, mais on a eu beaucoup tendance à se baser sur un historique, longue période ou haute période de retour de tel ou tel événement pour prédire dans une tarification le futur. Franchement, il suffit de regarder les 20 dernières années. En moyenne, en France, sur le marché que je maîtrise le mieux, les événements climatiques, c'était 1,7 milliard dans les années 2000, 2,7 dans les années 2010. Donc, je vous laisse calculer le gap, mais il est déjà clé. Et on estime que sur les 5 dernières années, on tangente et on flirte les 6 milliards de consommation annuelle sur tous les événements climatiques. Donc, on ne peut plus dire que chaque année peut être pris aléatoirement comme un tirage indépendant et on va se baser là-dessus pour prédire la suite. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas, quoi. Et je pense vraiment que sur l'assurabilité et la protection du marché français, la première chose, c'est le savoir. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et là-dessus, moi, je suis assez surpris parce que on parle de prévention, on parle beaucoup de prévention sur le marché assurantiel. Est-ce que vraiment les assureurs peuvent porter une prévention individuelle du bien ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que sur une cotisation moyenne à 300 €, aller investir massivement et protéger et prévenir sur une maison, c'est très compliqué. Alors, plus en parlant de protection que de prévention. Par contre, ce qu'on peut faire en tant qu'assureur, c'est arriver en haut de la chaîne et avoir le rôle de préventeur, de conseil
Et là, ça n'aura de sens que si c'est vraiment personnalisé, adapté, parce qu'aller dire à tout le monde, vous devez faire ça, alors qu'il n'est pas du tout soumis au risque, ça a très peu de chances d'arriver et de voir le jour et d'avoir un quelconque impact. Et souvent, quand on a fait les tests avec les solutions qu'on propose, on se rend compte que le client final n'est pas forcément au courant du risque sur lequel il est positionné. Aujourd'hui, on sait qu'une maison sur deux est soumise à un risque de subsidiance avec un mouvement RGA. Je mets au défi l'ensemble des Français d'être en accord avec ce chiffre. 60% des pavillons individuels sont soumis à un risque d'inondation. Alors, par remontée de nappe phréatique, par débordement, par ruissellement, c'est pareil, je ne suis pas sûr que ça soit véritablement connu. Et quand on sait l'importance que va accorder un propriétaire à son bien quasi le plus précieux, à son habitation, on peut penser que lui sera le plus à même, dans la mesure de ce qu'il peut porter, de faire des aménagements ou des travaux pour se prévenir, quoi. Donc c'est plutôt de savoir qui est intéressant et de diffuser l'information quand on l'a, quoi. Merci beaucoup. De ton côté, Romain, c'était également un point sur lequel tu as insisté, effectivement, prévention, mais également sur cette notion de réparer et de réparer mieux. Qu'est-ce que tu as en tête plus exactement sur ce réparer mieux? Alors, je reviendrai après sur l'autre question, sur quand même la réponse prévention individuelle et ce qu'on peut essayer de faire, notamment en termes d'éducation et d'acculturation. Le réparer mieux, c'est le début. C'est finalement comment on arrive demain après sinistre, lorsque on met en œuvre la garantie, à je dirais réduire le niveau d'exposition si un nouveau péril devait survenir. Je vais prendre l'exemple de l'installation électrique. Vous l'avez au sous-sol, vous vous faites inonder, boum, on intervient. Est-ce qu'on ne doit pas essayer de remettre l'installation au premier étage parce que potentiellement, si l'eau revient, ça nous coûtera moins cher? Là, il y a des sujets et des discussions en cours parce qu'il y a toujours la problématique de l'enrichissement sans cause et donc il y a une petite sensibilité en ce moment dans les services juridiques. Mais je sais qu'il y a des travaux, notamment avec les pouvoirs publics lorsqu'ils seront restabilisés, qui pourraient nous permettre quand même d'aller chercher du bon sens sur finalement... Quand je répare, je sais déjà potentiellement qu'il ne faut pas remettre de la moquette ou l'installation de la même manière parce que derrière, ça me coûtera moins cher si dans 3-5 ans, l'eau vient refaire un tour. Donc ça, c'est le début quand même, le réparer mieux. Il y a ce petit point d'attention sur l'enrichissement sans cause du sociétaire, mais on est en train d'y travailler à la fois dans la réponse post-sinistre et également dans les affaires publiques chez nous et plutôt dans les relations qu'on peut avoir avec les institutionnels. Peut-être sur la prévention, et je crois que je suis toujours dans le fil, mais quand même sur la prévention individuelle, le savoir, c'est le pouvoir. Je suis complètement en phase avec cette assertion. On a cette question d'éduquer notre sociétariat et nos clients qui ont besoin de comprendre potentiellement quel est le niveau d'exposition au risque climatique de leurs biens. Il y a 2 ans, nous, on a mis en ligne une plateforme qui s'appelle ausalentours.maif.fr. C'est un espèce de bac à sable qui nous permet finalement, en étant branché sur nos propres jeux de données, sur notre zonier, de restituer à la maille adresse individuelle votre niveau d'exposition, géosécheresse, inondation, submersion, avec, je dirais, derrière, en plus de cette cartographie et des couleurs qui peuvent parfois faire un peu peur, mais un premier niveau d'information pour l'ensemble du grand public et pour nos sociétaires. Ce qu'on essaye de faire désormais, c'est de les accompagner pour initier des diagnostics de vulnérabilité de leurs biens. C'est pas facile, parce que on approche un sujet qui n'est pas forcément le sujet auquel on pense en se levant ce matin, mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui avec le fonds Barnier, même si c'est une usine à gaz, des moyens qui peuvent être mobilisés pour accompagner des travaux de mise en résilience du bâti suite à ce type de diagnostic. On travaille avec Mayan, qui est un centre de résilience avec derrière toute une expertise pour justement être capable d'identifier les points de vulnérabilité, que ce soit sur de la géosécheresse ou de l'inondation. Il existe aujourd'hui des outils qui permettent justement de protéger la maison. Maintenant, on a commencé à tester pas mal de parcours. On va pas se mentir, la réaction, elle est un peu bon, ok, très bien, c'est intéressant. On les rappelle 6 mois plus tard, le diagnostic a été réalisé, le chantier n'a pas forcément été lancé, parce que c'est lourd en fait de faire un chantier de mise en résilience du bâti. Par ailleurs, quand on interroge le sociétaire et qu'on tire le fil, je vais reprendre l'exemple de cette installation électrique.
le retour qu'on a, c'est oui, mais si je fais ça, je ne pourrais pas revendre la maison parce que les gens vont se demander pourquoi j'ai mis l'électricité au premier étage. Et donc, en fait, je n'ai pas intérêt forcément à mettre en place. Donc, vous voyez, il y a quand même ça, plein de contraintes terrain opérationnelles qu'on est en train de tester, de regarder, de qualifier. À la fin, on est convaincu, malgré tout, qu'il y aura une réponse collective, mais c'est comme dans la santé, c'est aussi en accompagnant nos clients, nos sociétaires, en les guidant et en leur montrant quel chemin ils peuvent emprunter, qu'on arrivera à réduire notre exposition au risque. Il ne faudrait juste pas reproduire ma prime rénov'. Je prends l'exemple de la rénovation énergétique en France. C'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment entrer dans un parcours du combattant. Et donc derrière, comment on arrive à optimiser l'allocation des fonds dans le fonds Barnier pour permettre à des sociétaires exposés sur ces risques de lancer ces travaux et de protéger leurs biens, la santé de leur maison finalement. Il y a un truc à tirer, hein, comme dans le monde de la santé. Comment on projette ça dans le carnet de santé numérique de l'habitat. Donc, work in progress, mais les retours sont plutôt bons. Maintenant, le sujet, ça va être le passage à l'action. Certains acteurs dans ma tarif me diraient vraiment, il va falloir contraindre. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, il y a tout un écosystème complexe dans lequel l'assureur peut jouer un rôle de conseil, d'orchestrateur pour aider les sociétaires justement à s'équiper et à se protéger. Merci beaucoup. Alors justement, sur ce déploiement opérationnel, est-ce que Guillaume, tu vois de nouveaux services, de nouvelles offres d'assurance qui se déploient? Et également, est-ce que tu vois en termes de mise sur le marché des stratégies qui s'opèrent justement pour passer dans cette mise en action? Alors, comme je disais tout à l'heure, enfin, je ne vois pas de nouveaux produits. Ça, pour le coup, je pense qu'il faut se concentrer sur les produits existants et les faire bien. Et puis moi, vous le voyez bien, hein, je suis pas assureur. J'accompagne et on accompagne plutôt les assureurs dans le développement et dans le déploiement. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plutôt les services ou les outils de visualisation, de vulgarisation, finalement, d'explication aux clients qui fonctionnent le mieux et qui sont le plus déployés. Voilà, Romain parlait de l'outil déployé par la Maïf sur la sensibilisation, la prévention individuelle. Il y a bon nombre d'acteurs qui portent ce genre de solutions. Et c'est déjà, je pense, une première étape en termes de service que de montrer tout de suite son propre bien, où est-ce qu'il se situe. Et c'est plutôt l'orientation et le virage, nous, qu'on a décidé de prendre. C'est de donner ces outils cartographiques, cette visualisation des bâtiments, de le positionner par rapport à un risque et de lui dire, tiens, nous, par rapport à notre historique, par rapport aux bonnes pratiques qu'on a pu observer sur des bâtiments qui ressemblaient beaucoup aux vôtres, voilà ce qui a été mis en place et qui a donné des résultats, en tout cas pour se prémunir du sinistre. Donc, je vois plus ce genre de technologie et d'outils arriver et qui me semble être de bon sens actuellement que de nouvelles garanties ou la systématisation d'objets connectés à l'intérieur pour détecter. Il y a eu des tentatives, elles sont extrêmement lourdes et dures à mettre en place. Elles viendront, mais dans un temps court, vu l'urgence climatique, c'est avant tout cette sensibilisation, je pense. Merci beaucoup. De ton côté, François, donc tu nous as beaucoup parlé de données, d'images satellitaires, mais en même temps, tu m'as dit, écoute, les visites terrain, c'est très important. La co-construction, c'est très important. Est-ce que tu peux également l'illustrer ? Oui, bien sûr. S'il y avait un nouveau service qu'on a lancé, ce serait la visite de site, non pas avec une perspective du risque assurable, mais avec la perspective du changement climatique. Donc, ça consiste à faire prendre conscience Alors, nous, on est positionné sur des grandes entreprises. Hein, okay. Donc, c'est difficile sur l'AMRH. Mais déjà, vous prenez une grande entreprise. Elle a l'habitude de voir son assureur sur les sprinklers et tout ça. Okay. Là, on change. On passe en fait toute la visite dehors. Pendant 2 jours, on est dehors. Et on fait des ateliers avec toutes les interdépendances. On va l'illustrer avec une petite histoire. On va partir à Valence, si en régie on m'entend. Voilà. On va partir en Valence avec le copier-coller. Malheureusement, mon point est parti. Mais tout au nord de la carte, vous avez une entreprise qui s'appelle Stadler qui construit des tramways. Et quand il y a eu la grosse inondation à Valence, Stadler étant tout au nord de Valence, ils n'ont pas été impactés. Parce que vous vous souvenez, c'est tout le sud de Valence qui a été impacté. Donc cool, ok, pas de dommages. Sauf qu'en fait, il y a eu énormément d'interdépendances. Tous les fournisseurs de Stadler ont été impactés, eux. Et bien sûr, les travailleurs, les salariés de Stadler, plutôt que de venir bosser le lendemain, ils ont nettoyé leur baraque, quoi. Et ça pendant 2-3 semaines davantage.
Auparavant, Stadler avait eu un autre sinistre inondation en Suisse avec un de leurs fournisseurs impacté. Peu de temps après Valence, Stadler a émis un profit warning en disant en fait on ne va pas réussir à faire notre... Le cours en bourse a pris moins 26%. Donc en fait quand vous pensez uniquement à votre petite usine, vos sprinklers, vos outils de gestion de l'inondation pour votre petite usine, eh ben, vous perdez 26% en bourse. Et ça, croyez-moi que ça fait bouger quand même un certain nombre de dirigeants. Donc le service que nous on a mis en place, c'est d'arriver à donner à voir toutes les interdépendances, d'arriver à faire dialoguer en fait l'entreprise avec les pouvoirs publics, parce que souvent le pouvoir public, il se dit que l'entreprise se fout complètement du risque inondation, elle n'est pas là quand il faut parler d'un plan climat, air, énergie, transition, et voilà, elle subit l'entreprise, alors qu'elle a des trucs à dire en fait. Donc nous on fait sortir les boîtes de leur mur, et on leur donne à voir toutes les interdépendances écosystémiques sur un territoire. Et ça, c'est super puissant. Encore une fois, ce n'est pas le risque inondation 2025 qu'on regarde, quoi. C'est le risque inondation 2050, c'est le risque tempête, c'est le risque feu de forêt, c'est le risque consommation d'eau. Consommation d'eau, c'est lunaire ce qui va se passer. C'est lunaire. La totalité de l'agriculture française va devoir être irriguée. La totalité. Donc on va forcément avoir des problèmes d'eau partout et des arbitrages à faire. Et à Taïwan, il y a quelques années, l'arbitrage il a été fait en faveur de l'industrie des semi-conducteurs. Et les Taïwanais ont dit, vous les agriculteurs, vous fermez votre gueule, il n'y aura pas d'eau. Donc ils ont crack. Mais en France, je ne sais pas si ça va se passer comme ça, quoi. Enfin, voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage et cette illustration. On va terminer la table ronde avec toi, du coup, Romain, où finalement, tu avais un discours analogue à celui de François, où au-delà de la plateforme évoquée tout à l'heure par Guillaume, tu me disais, effectivement, nous aussi, on a une démarche terrain dans ce déploiement opérationnel. Est-ce que ça s'illustre de la même manière que celle évoquée par François, ou vous avez une approche différente ? Non, mais on ne fait pas sortir effectivement les boîtes de leur mur parce qu'on est plus un assureur personne physique. Et là, la question, c'est comment, sur la dimension personne physique, on construit avec notre sociétariat les réponses de demain. C'est basico-basique, ce que je vais dire. C'est finalement pour l'appropriation demain de ces futurs services et de ces futurs produits d'assurance. Il ne faut pas seulement les penser en chambre avec de la donnée satellitaire, des modèles et de l'imagerie. Il va falloir aller voir les gens. Parce que derrière, c'est avec eux qu'on va devoir dealer et déployer ces nouvelles solutions. Je ne dirais pas qu'il y a un nouveau contrat social qui se dessine dans l'assurance, mais un peu quand même, parce que on passe d'un monde où on était l'assureur payeur réparateur à l'assureur préventeur. Et donc, l'objectif, là, dans les prochains mois et les prochaines années, c'est d'être capable de concevoir et de construire avec les collectivités locales qu'on assure désormais via la SMACL et nos sociétaires, ces nouveaux services. Et du coup, ça se fera évidemment en les impliquant au premier chef. Merci beaucoup. Donc, ce sera le mot de la fin. Donc, les nouveaux risques, les nouveaux services se feront avec la data, avec l'IA, les données satellitaires, mais aussi avec les vrais gens. Donc, les vraies usines, les vraies collectivités, les vrais sociétaires, les vrais clients d'AXA. Donc, voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yvon. Pour cette table ronde. Merci. À bientôt.